S'il est une figure féminine emblématique dans la littérature japonaise du XIXe siècle, c'est bien celle de Takiya Hime. Cette princesse légendaire est sans nul doute l'un des personnages les plus protéiformes. Orpheline exilée, nonne défroquée, infatigable voyageuse, séductrice à la beauté fatale, guerrière vengeresse et puissante sorcière, elle a fasciné et inspiré un grand nombre d'artistes de la période Edo, en particulier ceux de l'école Utagawa, sur lesquels je reviendrai dans une prochaine émission. C'est en 1806 que l'auteur Santo Kyoden réactualise son histoire dans le roman intitulé Uto Yasukata Chugiden, légende de la loyauté d'Uto Yasukata. L'œuvre est ensuite adaptée pour le théâtre kabuki en 1836 par le dramaturge Takarada Jusuke avec la pièce Yoni Uto Soma no Furugosho, amour filial dans le palais abandonné de Soma. Le succès est tel que la pièce sera rejouée très régulièrement pendant toute l'ère Edo, en particulier l'acte 6, intitulé Shinobi Yorukoi wa Kusemono, mais plus généralement désigné sous le titre Masakado. L'école Utagawa que j'ai mentionnée était spécialisée dans la production d'estampes représentant des acteurs de kabuki. Voilà pourquoi on trouve de très nombreux ukiyo-e représentant les personnages de la légende de Takiya Hime, interprétés par les acteurs célèbres de l'époque. Il convient de rappeler que dans le kabuki, tous les rôles féminins sont joués par des hommes. Gardez donc en mémoire que la plupart des xylographies représentant Takiyasha que vous verrez dans les prochaines émissions représentent en réalité des onnagata, des acteurs entraînés à styliser la féminité dans leur jeu de scène. Mais revenons au cœur de la légende de Takiya Hime. Comme c'est souvent le cas, elle trouve ses racines dans un épisode historique lointain, datant de l'ère Heian. En 939 de notre ère, le samouraï Taira no Masakado se rebella contre l'empereur Suzaku, alors âgé de 16 ans, et dont la cour se trouvait à Kyoto. Après plusieurs victoires militaires fulgurantes, Masakado conquit la quasi-totalité du Kanto et s'autoproclama Shinno, nouvel empereur de la cour de l'Est, qu'il installa dans la province de Shimosa. Sa révolte fut pourtant de courte durée. En 940, Masakado fut mortellement blessé d'une flèche dans la tempe lors de la bataille de Kojima, ce qui ne l'empêcha pas de combattre jusqu'à son dernier souffle l'armée de Fujiwara no Hidesato, homme lige de l'empereur envoyé pour le défaire. Ce dernier ramena la tête du rebelle vaincu à Kyoto et l'exposa à l'extérieur du marché de l'Est pour en faire un exemple. Et c'est là que commence la légende. D'après la tradition, même après 3 mois d'exposition, la tête décapitée de Masakado ne se décomposa pas. Au contraire, son visage qui semblait toujours aussi vivant afficha peu à peu une expression féroce, ce qui attira une grande foule de curieux. Une nuit, l'effrayante relique se mit à briller de façon surnaturelle, puis s'envola toute seule. Après avoir parcouru un peu moins de 400 km, elle atterrit à Shibasaki, un petit village de pêcheurs situé sur le futur site d'Edo qui deviendrait plus tard Tokyo. Terrifiés, les villageois lavèrent la tête du défunt avec respect et, pour apaiser son esprit, enterrèrent la relique dans un petit sanctuaire en pierre, le Kubizuka, littéralement la tombe de la tête, originellement dans l'enceinte du premier temple Kanda Myojin. Dès la fin du Xe siècle, le fantôme de Masakado se manifesta à maintes reprises, poussant le voisinage terrorisé à lui faire régulièrement des offrandes pour l'inciter au repos. Au début du XIIIe siècle, la secte bouddhiste Tendai érigea un monastère à proximité, ce qui sembla déplaire à l'esprit de Masakado. Tous les moines furent décimés par la peste en quelques mois. Lorsqu'en 1616, le temple Kanda Myojin fut délocalisé dans ce qui constitue aujourd'hui le quartier d'Akihabara, personne n'osa déplacer la tombe, considérée désormais comme celle d'un onryo, un esprit vengeur capable de nuire physiquement aux vivants. Même le gouvernement Meiji, qui installa son ministère des Finances juste à côté en 1896, se garda bien d'y toucher. Mais en 1923, après le grand tremblement de terre du Kanto qui détruisit une grande partie de Tokyo, notamment le quartier d'affaires d'Ootemachi, les autorités japonaises décidèrent finalement d'exploiter cet espace vacant. Après avoir préalablement fait fouiller le site à la recherche du crâne de Masakado, ce qui s'avéra vain, on fit raser le Kubizuka déjà abîmé par le séisme et on y érigea en 1924 une aile temporaire du ministère des Finances. L'onryo n'apprécia pas. Mais alors, pas du tout. En 2 ans, les accidents étranges et les morts inexplicables se multiplièrent parmi les employés du ministère et les responsables du projet urbain qui travaillaient sur le site. Au total, ce furent 14 personnes qui décédèrent, dont le ministre des Finances de l'époque, Hayami Seiji, qui rendit mystérieusement l'âme le 13 septembre 1926, alors qu'il n'était âgé que de 57 ans. En 1927, on se hâta donc de dégager la place pour construire un petit sanctuaire et apaiser l'esprit irrité du samouraï. Mais l'observance des rites annuels de purification se relâcha un peu avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui sembla à nouveau irriter le fantôme. En 1940, 1000 ans jour pour jour après la mort de Taira no Masakado, la foudre frappa le ministère des Finances.
provoquant un incendie qui détruisit la majeure partie du bâtiment jouxtant la tombe. Le gouvernement japonais décida qu'il était définitivement plus prudent d'aller construire son ministère ailleurs et confia la gestion du site à la mairie de Tokyo. Après la guerre, les occupants américains envisagèrent une dernière fois de raser le Kubizuka pour en faire un parking. Les travaux débutèrent, mais finirent par être abandonnés après une série d'accidents bizarres qui s'acheva par la mort d'un ouvrier inexplicablement écrasé par son propre tractopelle à quelques mètres de la tombe. C'est fou. Tous ces événements, pour le moins perturbants, même si certains relèvent sans doute de la légende urbaine, expliquent pourquoi le fantôme de Taira no Masakado est encore considéré de nos jours comme l'un des Nihon Sandai Honryo, c'est-à-dire l'un des 3 esprits vengeurs les plus puissants du Japon. Même après plus d'un millénaire, le Kubizuka fait toujours l'objet d'une réelle crainte superstitieuse. Si vous visitez Tokyo et que vous êtes tenté par un petit frisson ésotérique, n'hésitez pas à chercher ce minuscule sanctuaire perdu au milieu des gratte-ciel du quartier d'affaires, près de la sortie 5 de la station de métro Ootemachi, non loin du palais impérial de Tokyo. Gardez-vous bien d'offenser l'Onryo de Masakado, il pourrait vous arriver des bricoles, mais profitez-en pour observer les petites statues de crapauds qui jouxtent la tombe et qui vont prendre tout leur sens dans la suite de l'émission. La légende du clan Taira ne s'arrête pas à la mort de Masakado, bien au contraire. L'aura de mystère surnaturel qui plane autour du Kubizuka nimbe également la descendance du samouraï rebelle. Après la mort de Masakado en 940, tout son clan est accusé de haute trahison envers l'empereur Suzaku. Sa famille et ses partisans sont exécutés sans pitié ou sommés de se faire seppuku. Seuls 2 de ses enfants, le jeune Yoshikado et sa sœur Satsuki Hime, réchappent miraculeusement au massacre et trouvent refuge dans un temple au pied du mont Tsukuba. Dans un premier temps, la belle et jeune Satsuki tente d'étouffer son désir de vengeance en se tournant vers le Bouddha. Elle devient nonne et prend le nom de Nyogetsuni. Le jeune Yoshikado, quant à lui, peu enclin à la religion, préfère explorer la montagne et s'entraîner au sabre, en chassant des gobelins par exemple, comme sur cet ukiyo-e de Tsukioka Yoshitoshi datant de 1866. Un jour, au détour de ses errances montagnardes, il croise le chemin d'un mystérieux vieillard, aussi chenu que jovial, qui se présente à lui sous le nom de Nikushisen. Cette rencontre va complètement bouleverser l'existence de Yoshikado et de sa sœur Satsuki. En effet, sous ses airs bonhommes, Nikushisen dissimule un incroyable secret. Cet ermite est en réalité Gamma Sennin, l'immortel au crapaud, doté d'une incommensurable sagesse et d'immenses pouvoirs magiques. La figure mythique de Gamma Sennin trouve son origine en Chine, dans le personnage semi-légendaire de Liu Hai, vénéré dans la religion populaire chinoise comme une divinité de la richesse et du bonheur, et traditionnellement représenté avec un crapaud à 3 pattes. Au Xe siècle, à l'ère dite des 5 dynasties, l'Empire du Milieu traverse une période de forts bouleversements politiques et de guerre civile. Liu Hai est un haut fonctionnaire qui s'est mis au service de Liu Shongguan, un puissant seigneur de guerre qui a eu lui aussi la bonne idée de s'auto-proclamer empereur, précédant de peu Taira no Masakado. Liu Hai reçoit un jour la visite d'un mystérieux vieillard, décidément, qui après avoir réclamé à son hôte 10 pièces de monnaie et 10 œufs, les empile adroitement les uns sur les autres pour constituer une sorte de pagode à l'équilibre précaire. « Ce n'est pas très stable !» s'écrie alors Liu Hai. Ce à quoi le vieillard lui répond « Aussi stable que votre vie actuelle ». L'étrange visiteur au regard perçant, qui n'est autre que Chong Li-Chen, l'un des 8 immortels du taoïsme, disparaît alors, laissant les œufs s'écraser pitoyablement sur le sol impeccablement ciré de la salle d'audience. Pour Liu Hai, le message est très clair. Dès le lendemain, il quitte le palais et ses hautes fonctions pour aller vivre en ermite sur une haute montagne, ce qui au final s'avère être un bon choix puisque son empereur Liu Shongguan est peu de temps après destitué et décapité. Dans sa solitude sauvage, Liu Hai consacre sa vie à la sorcellerie et à la préparation de potions et de filtres. Sous le patronage de Lu Donpin, un autre immortel lui-même disciple de Chong Li-Chen, il devient un puissant alchimiste taoïste et découvre après des années de labeur acharné les secrets de l'immortalité. Un jour, en se penchant au-dessus d'un puits désaffecté et nauséabond car rempli par la fange, Liu Hai aperçoit 2 yeux rouges brillant sinistrement dans les ténèbres. Il s'agit de Chenchu, littéralement le crapaud, également appelé Chinchan, le crapaud doré, qui affectionne les lieux sombres et humides. Ce batracien mythique est aujourd'hui encore un symbole très populaire en Chine. Le Feng Shui, l'art traditionnel d'aménager une habitation, préconise d'ailleurs d'en placer une petite statuette près de la porte d'entrée pour garantir la prospérité de la maison. Chinchan est une créature cosmique, symboliquement associée à la Lune par ses 3 pattes, qui évoquent le cycle lunaire, et à la Grande Ourse, dont les 7 étoiles sont très souvent stylisées sur son dos. En effet, cette constellation est particulièrement importante dans l'ésotérisme taoïste, point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir ultérieurement. Les légendes varient quant à l'origine de Chinchan. D'après certaines,
Il s'agit de l'épouse de l'un des 8 immortels qui aurait volé l'une des pêches de l'immortalité. Après avoir fui sur la Lune, elle aurait été punie de sa cupidité par cette forme hideuse. Dans d'autres versions, plus étroitement liées au mythe de Liu Hai, il s'agit plus simplement de l'esprit réincarné de son propre père. Un petit fonctionnaire avare qui a passé sa vie à exploiter des paysans pour en tirer un maximum de profit. Quoi qu'il en soit, notre ermite comprend très vite l'intérêt de s'associer à une créature magique aussi puissante. Percevant l'avarice du crapaud monstrueux, Liu Hai attache au bout d'une ficelle plusieurs pièces de Yiqi, qui ont l'avantage de présenter un trou carré en leur centre, et lance cet appât de fortune dans le puits. Grâce à cet habile subterfuge, il parvient à faire sortir Qin-Chan de sa tanière puante et à s'aliéner les services du crapaud à 3 pattes qui devient son fidèle familier. Devenu grand maître taoïste, Liu Hai prend alors le nom de Hai Chan-Se, le crapaud marin, et se voit dès lors accompagné d'un batracien sur la plupart de ses représentations iconographiques. Très influencés par l'art chinois, les artistes japonais reprendront les mêmes codes graphiques pour représenter Liu Hai, peu à peu désigné dans l'archipel sous le nom de Gamma Sennin, l'ermite au crapaud. Un exemple intéressant avec cette peinture du XVIIIe siècle, où Soga Shohaku représente l'ermite en train de jouer avec son familier, tentant de l'attirer avec une pêche, symbole d'immortalité. L'animal, avec ses 3 pattes, semble bien en peine de l'attraper, ce qui paraît beaucoup amuser l'immortel. Gamma Sennin est encore parfois représenté sous les traits d'un jeune homme, comme c'était souvent le cas en Chine. C'est le choix que fait Utagawa Hiroshige sur ce superbe ukiyo-e datant de 1820 et qui montre l'ermite en pleine nature, conversant avec un aigle. Utagawa Kuniyoshi, en revanche, préfère prendre quelques libertés avec le personnage, considérant malicieusement qu'un immortel, à force de côtoyer des crapauds, doit bien finir par leur ressembler. Sur cette estampe datant de 1844, il représente un Gamma Sennin rouge, hirsute et griffu, qu'on a presque du mal à distinguer des familiers qui l'entourent. Kuniyoshi persiste avec cet ukiyo-e de 1855, où il figure Gamma Sennin faisant démonstration de sa magie à l'aventurier écrivain Tenjiku Tokubei. L'ermite, squelettique et les yeux exorbités, se confond presque en arrière-plan avec les batraciens. Utagawa Yoshitsuya, quant à lui, préfère donner à Gamma Sennin les traits d'un vieillard chenu, barbe au vent, méditant au sommet d'une montagne, tandis que ses fidèles crapauds chassent les serpents. C'est sous cet aspect que le jeune Yoshikado rencontre l'immortel sur le mont Tsukuba, et, ignorant tout de son identité, lui raconte sa disgrâce. Touché par son histoire tragique, Gamma Sennin propose à l'orphelin d'en faire son disciple et de lui enseigner son art occulte pour se venger des meurtriers de son père. Enthousiaste, le jeune homme accepte et entraîne avec lui sa sœur Satsuki, qui renonce immédiatement à son statut de nonne pour suivre les enseignements du maître batracien dans la montagne. Sur cet ukiyo-e d'Utagawa Kuniyoshi, Gamma Sennin fait aux 2 jeunes gens une brillante démonstration de sa magie crapaud, en faisant apparaître, grâce à son souffle, une beauté féminine illusoire. Sur la partie droite du triptyque, on aperçoit Satsuki très attentive et respectueusement agenouillée au pied du maître crapaud, qui trône devant sa grotte, entouré de ses familiers. Sur la partie centrale, Yoshikado semble surpris par l'illusion de l'ermite, alors qu'il était en train d'étudier un rouleau d'incantation, ou makimono, contenant tous les secrets de la magie batracienne. Sur la partie gauche du triptyque, le souffle de l'enchanteur projette l'illusion d'une oiran, une courtisane de haut rang magnifiquement vêtue, qui semble se livrer à une danse traditionnelle avec un éventail. Preuve qu'on peut vivre en ermite dans la montagne pendant des siècles, sans perdre pour autant le goût des belles femmes. La formation intensive de Gamma Sennin porte rapidement ses fruits. Yoshikado devient un puissant guerrier magicien, maniant habilement le sabre et disposant d'une importante panoplie de sorts pour déstabiliser ses adversaires. Le jeune homme est notamment capable de reproduire les illusions enseignées par son maître, comme le prouve cette estampe de 1863 signée par Utagawa Kunisada. Après avoir effectué un Kuji-in, une incantation avec les mains, Yoshikado parvient lui aussi à faire apparaître une troublante courtisane dans le souffle de son familier. Le même artiste le dépeint ici d'une manière assez comique. Au moment où Yoshikado, surmonté de son crapaud, s'apprête à lancer un sortilège, il est inopinément dérangé par une souris. Vous avez peut-être remarqué le cheval noir peint sur les makimonos. Il s'agit de l'emblème de la région de Soma, célèbre pour son élevage équin et dont est originaire le clan Taira. On retrouve ce motif équin sur de nombreuses estampes, notamment sur cet autre ukiyo-e de Kunisada, figurant Yoshikado à droite, utilisant sa magie pour combattre Uto Yasukata à gauche. Satsuki, quant à elle, est devenue une puissante enchanteresse grâce à Gamma Sennin. Comme son frère, elle est fréquemment associée à des crapauds dans l'iconographie japonaise pour rappeler l'origine de ses pouvoirs. Regardez par exemple sur cet ukiyo-e de Tsukioka Yoshitoshi la foule de batraciens qui se présentent au pied de la jeune et belle magicienne comme pour l'honorer et la servir.
C'est également grâce à son familier crapaud qu'on peut aisément identifier la princesse sur cette œuvre anonyme du 19e siècle qui réunit tous les magiciens célèbres du folklore japonais. Je vous laisse vous amuser à la retrouver vous-même. Grâce à l'enseignement magique de l'ermite immortel, les orphelins de Taira no Masakado commencent à voir se dessiner l'espoir d'une vengeance. Toutefois, la magie crapaud et ses illusions grivoises ne suffisent pas à Satsuki. Ivre de puissance et avide d'approfondir ses connaissances occultes, elle va s'engager dans une voie bien plus sombre. Voie qui fera bientôt d'elle la sublime et non moins redoutable Takiya Shahime. Nous nous quittons pour aujourd'hui avec ce haïku de Shiki Masaoka. Jeune crépuscule, la gueule du crapaud exhale la lune.